Bonjour, ravi de vous retrouver dans Lumière intérieure. Cette semaine, nous recevons un homme qui aime la bonne chair et les bons mots. Il est cuisinier, animateur de télévision et surtout comédien aujourd'hui. Vous avez peut-être deviné de qui il s'agit. Il s'agit de David Martin. Bonjour. Bonjour David Martin, Merci ravi de vous recevoir. Merci de m'accueillir chez vous. Alors je disais, bon, vous avez plusieurs cordes à votre arc, oui. mais on va surtout parler de la dernière pour commencer. Oui, allons-y. Surtout comédien. On Oui. vous voit en ce moment sur les planches, un peu partout en France, puisque vous êtes en tournée avec Ciel ma belle-mère, qui marche très très bien, oui. Qui est une adaptation de Georges Feydeau, Le mariage Marion, de Marion. Voilà. Donc là, vous circulez à travers la France. Et puis, en ce moment, ça vient de démarrer, ça fait quelques semaines, il y a la mondaine qu'on a vue avec jubilation au Théâtre Edgar à Montparnasse. C'est gentil. Donc, écrit par Emmanuel Hamet. Oui. Son mari, Luc Hamet, est également, et mise en scène d'ailleurs par lui, est également dans la pièce. Isabelle Parcy est formidable. Elle incarne Mona, une veuve joyeuse. Vous-même, vous incarnez dans cette pièce l'ex-amant, l'homme à tout faire de cette... Je suis le sale bonhomme. De cette veuve joyeuse. Ouais, un peu coureur de dot, on va dire. Voilà. Ouais. Voilà. Avec une certaine duplicité de ce personnage, intéressé. on va en reparler. Allez, on regarde un petit peu comme ça vous met dans l'ambiance. Dans 2h52, je serai officiellement veuve. Matune. Je ne peux pas encore vous payer, je n'ai pas encore hérité. J'attends l'inspecteur de l'assurance vie pour l'enquête de routine. Toutes mes condoléances, Madame de Janois. Apporte une poire pour monsieur, ça va le détendre. Hein, ça va vous détendre? Non, sans façon. Si, ça va vous détendre. Il y a toujours une quiche au congélateur. Ça va être merveilleux, hein? Plus que 1h45 à l'horloge de Westminster. C'est le docteur Fluche qui a signé l'acte de décès. Ah, il aime bien la poire, lui aussi. Ah bah, faut dire qu'elle est bonne. Je trouve que la mort de Maurice est louche. Alors, Michel, tu décongèles la quiche ou tu fourres la dinde? Oh oui, oh ouais. Enfin, un peu de tenue, maître, on vous entend beucler depuis la cuisine. Oui, alors je me suis un peu laissé emporter. Tu l'as zigouillé ou pas? Pas zigouillé. Trifouillé. Y'a plus de Mona, Monique. D'ailleurs, pourquoi vous voulez pas qu'on vous appelle Monique? Parce que deux qui la tiennent. Prochain qui m'appelle Monique, je lui flanque ma bouteille à la tronche. C'est compris? Oui. Alors vous le voyez, une pièce pleine d'énergie, jubilatoire, je le disais. Vous-même, vous vous êtes régalé, sans mauvais jeu de mots. On se régale de toute façon dès qu'on se retrouve sur scène. Celle-là offre des... C'est très différent du Feydeau. Hein. Le Feydeau, il y a des conventions dans Feydeau, tout le monde les connaît. Hein. Là, c'est une pièce moderne, écrite pour l'occasion, et elle a des ressorts qui sont assez différents. Donc ces deux choses, ça va très vite. Ça va très vite, elle a un rythme fou. Elle a un rythme de malade. Il faut suivre. Il faut suivre. Il faut avoir... faut s'entretenir, voilà. C'est le mot que j'allais dire. Et vous vous entretenez? Moi, regardez comment je suis fait. Non, je suis tout sauf. Je suis le plus mal placé pour parler. Mais c'est vrai que ça demande pas mal d'efforts. C'est très physique. C'est très physique. Et en plus, comme je le disais, vous partez en tournée oui, constamment pendant la semaine c'est la pour jouer vie l'autre quotidienne. Pièce. Vous ne vous trompez pas parfois dans les répliques? Vous n'avez pas encore eu... Ça, c'est compliqué quand même d'avoir deux pièces en même temps en répertoire. Ouais, j'ai des camarades qui en mémorisent plus que ça, mais non, ça va. Ce sont des choses qui sont très, très bien rangées, on va dire. S'il y a une chose de rangée chez moi, c'est bien ça. Non, c'est le rôle c'est le quotidien de tous les comédiens qui ont le bonheur de jouer. Et ils peuvent être sur la route le week-end et au théâtre à Paris ou ailleurs la semaine. Donc ça fait partie du métier, mais c'est tellement agréable.
Alors ce rôle, comment l'avez-vous incarné d'ex-amant, enfin même l'amant de deux femmes, la veuve en question, Mona Isabelle Parsi, qui est quand même incroyable. C'est un bonhomme étrange qui est au service de cette femme fraîchement veuve, donc au départ de ce mari disparu, et qui surveille du coin de l'œil la fortune qui va bien sûr passer d'une main à l'autre, en se disant que, en faisant un peu de gringue à sa patronne, si on peut aller par là, il a peut-être une chance de se placer et de profiter ainsi des fruits de cet héritage. Ça ne se passe pas comme ça du tout. Le bonhomme, au départ, apparaît dans les premières scènes. Il y a des spectateurs qui ont même la gentillesse, à chaque fois qu'elle me parle mal, parce qu'elle s'adresse à moi de façon assez triviale, c'est le moins qu'on puisse dire. Crûment, ouais. Oh oui, elle me maltraite. Les gens prennent fait et cause pour moi. Donc c'est à côté. Il y a les 10 premières minutes de la pièce et 15 premières minutes de la pièce où je passe vraiment pour être un souffre-douleur. Et mais finalement, très vite, on s'aperçoit que je feins cette vie-là, et derrière se cache un épouvantable bonhomme qui non seulement court après cette femme, qui a un âge certain, c'est pas une gamine, mais en plus, aussi, comme il a des doutes sur la probité, comment dirais-je, nuptiale du couple malheureusement en deuil, il y a une petite infirmière qui traîne là-dedans, parce que sinon ce ne serait pas un boulevard, et il soupçonne que c'est la fille. Alors, entre la mère et la fille, qui va hériter ? Est-ce vraiment la fille ? L'autre, c'est l'épouse, donc elle est potentiellement... c'est elle qui va récupérer l'argent. Enfin, tout tourne autour de ça, avec un inspecteur des assurances qui vient là-dessus, plus vrai que nature. Oui. Donc, avec un costume bleu pétrole, une chemise bleue, puis des chaussettes blanches, puis des chaussures incroyable pointues. Aussi. Bah, il faut faire inspecteur des assurances. Et donc tout ce petit monde se mélange et essaye de tirer la couverture à soi. L'appât du gain. L'appât du gain, voilà, exactement. Voilà, donc rôle de composition totale ? Ah, qui pour moi ? Oh, quand même, j'espère, parce que je vais dire à ma compagne, écoute, ma chérie, rien à voir avec nous. Mais bien sûr. Non, mais c'est dans, vous prenez n'importe quel notaire, il sera en mesure de vous raconter 1000 histoires sur des successions qui se sont mal passées ou passées de manière étrange. Non, c'est la vie. Là, quand on l'a vu, vous étiez en rodage, ça ne se voyait pas du tout. Ah bah, et pourtant, après on s'est vu, vous disiez « Oh non, elle n'était pas très bonne, c'était pas la générale, mais c'était la deuxième. » Voilà, exactement. Donc moi, j'ai trouvé ça extraordinaire déjà, avec une énergie incroyable. Non, et là, c'est encore plus flamboyant que ce qu'on a vu. Là, ça y est, on a tous trouvé en quelques jours, c'est ce qu'il faut à peu près, pour bien se placer, pour finir par oublier le texte, pour s'amuser et jouer. Dans un premier temps, le premier jour, même si vous avez eu des répétitions, et Dieu sait qu'on en a eu, le premier jour, vous êtes tellement omnubilé par ce que vous allez devoir faire, physiquement, donc la gestuelle, les déplacements, enfin bref, tout ce genre de choses, et en même temps le texte qui ne doit pas vous quitter. C'est vrai qu'il y a des petites choses qui peuvent comme ça passer un peu mais très vite. Et c'est là où on voit la qualité des comédiens. Et l'expérience. C'est de régler. L'expérience, c'est le metteur en scène qui nous tient. Ça prend combien de temps le rodage comme ça pour que la pièce soit huilée on dit qu'il en faut 3. Il en faut minimum 3, 4, 5. Voilà. À la 5e, normalement, les choses doivent être posées. Et elles le sont. Et on a même, devant le rire absolu, je me jette des fleurs. C'est vrai. On se jette des fleurs à nous. L'auteur a même décidé de rajouter une scène supplémentaire, une scène additionnelle que vous n'avez pas vue. Que j'ai pas vue. Vous n'avez pas avec vu. Cécilie Aronson, voilà, chef exactement. d'édition. Donc pour vous, l'occasion peut-être de revenir. Voir cette pièce. Et qui rallonge le bonheur de quelques minutes. Il faut qu'on y retourne, Cécilie. On n'a pas mis 3 heures, mais il y a quelques minutes supplémentaires sur un des personnages qui méritait. Au sein de la pièce. Oui, au sein de la pièce, ouais. Donc c'est très bien. Enfin, donc il faut qu'on retourne la voir. Ça rajoute au plaisir, voilà. Et les gens ressortent de là heureux. Et c'est bien là le but de l'opération. Alors je disais, vous êtes plus un homme de théâtre en ce moment, on l'entend.
constamment sur les planches. Est-ce que c'est à la faveur du confinement, finalement? Cette période-là a fait que les priorités ont changé? Non, c'est plus ancien que ça. Moi, c'est vrai que vous ête... Ouais. Je faisais du théâtre avant, lors de ma thèse. C'est toujours très compliqué. Des dizaines d'années, ouais. Il a fallu faire un choix à un moment, un choix qui est simple, hein, il est évident. Vous ne pouvez pas faire la cuisine et avoir un établissement, un restaurant, et en même temps être au théâtre. C'est pas que c'est compliqué, c'est que intellectuellement, c'est pas très honnête. Les clients qui franchissent la porte de votre restaurant pour venir vous voir et goûter votre cuisine et passer une soirée avec vous, s'ils ne vous trouvent pas à votre place, c'est toujours un peu gênant. Donc il a fallu faire des choix. Alors, à part travailler que le midi, mais enfin bon, peut-être pas non plus aller jusque-là. Donc j'ai fait un choix qui remonte maintenant à une petite quinzaine d'années. Il m'aura fallu à peu près 5 ou 6 ans pour me défaire des choses que j'avais en charge en termes de restaurant. Vous n'avez plus aucun restaurant aujourd'hui ? Pardon, excusez-moi. Non, j'avais à l'étranger. Voilà, j'avais encore un restaurant au Cambodge. Exactement. Et donc, ce n'est pas le genre de choses que vous arrêtez. Il y a eu le Covid, effectivement, qui a sonné le glas de cet établissement parce que le Cambodge n'est pas la France et que la France est un très beau pays. Parce que vous viviez là-bas. Et voilà, oui, j'alternais, je voyageais beaucoup entre les deux pays. Et donc voilà, il a fallu tourner une page, on l'a tournée. Et à ce moment-là, c'est offert à moi la possibilité d'accepter une pièce, donc la première, donc cette adaptation de Feydeau, grâce à Luc Hamet. Et puis hop, après j'ai dit, allez, c'est bon, on se consacre au théâtre. C'est vrai que Feydeau, vous l'avez déjà joué avec Ne te promène pas toute nue. Oui. Alors, ça, c'était il y a bien plus longtemps, oui. Il y a pas mal d'années, mais même tout seul, j'ai eu mon propre spectacle. Je crois que c'est un de vos auteurs préférés. Comment ? C'est un de vos dramaturges préférés, non. Feydeau. Oui. Feydeau, oui, vous adorez, il me semblait. J'adore. Oui. Non, Feydeau, il est nos one-man d'aujourd'hui, voilà. Il est nos seuls en scène, nos stand-up d'aujourd'hui. Alors, il faut remettre tout ça dans le bon sens, mais... Non, c'est la vie. Si on veut avoir une description de la vie de l'époque, il faut absolument lire du Feydeau. Il y a d'autres auteurs, mais celui-là, en termes de théâtre, en fait partie. C'est une mine intarissable. Vous avez besoin de rire, justement. On a besoin de rire, la société a besoin de rire. C'est pour ça que vous êtes allé vers ça. On a besoin d'être bien dans sa peau. Celui qui traîne derrière un bureau alors que sa passion, c'est de forger des boulons de 12. Si un jour il a l'occasion d'aller forger ces boulons de 12, il sera beaucoup plus heureux. J'étais heureux en cuisine. Ça a été ma vie pendant des années. J'ai fait, grâce à ce métier, fait le tour du monde. Ouais. Maintenant, ma paix à moi, j'étais tiraillé entre ces deux métiers depuis l'enfance, et on peut comprendre pourquoi. On en reparlera. Et de pouvoir enfin le faire, et le faire avec une certaine liberté, je peux me l'offrir. Voilà, mais ça n'est pas gagné. Il y a le choix de la comédie surtout. Oui, de faire rire. Pour ça, la comédie, il faut être pas la un tragédie, petit peu... hein, c'est ça. Non, j'irais pas forcément... Pourquoi pas, hein, il faut toujours pouvoir faire ce que l'on vous demande de faire. Mais enfin, la comédie, elle prend pied chez vous parce que vous n'êtes pas forcément quelqu'un de très drôle au départ, donc il y a beaucoup de choses qui vous touchent, qui vous émeuvent, et pour ça il faut dresser des passages, des murs, oserais-je dire, puis c'est en les franchissant que vous trouvez la chose drôle, sinon la vie est insupportable. Si on n'est pas en mesure de pouvoir tirer un coin de sourire, avec ironie par moment, même dans l'extra noir, si on veut aller à... Alors là, oui. Là, la comédie se situe à peu près à cette frontière-là. Là, vous disiez, vous n'êtes pas très drôle au départ. Pas très drôle, c'est ce que j'ai entendu. Pas très drôle. On ne peut pas vivre. Triste. Enfin, à part, j'ai toujours dit que la comédie, les comédiens, enfin la comédie en tant que métier n'était pas un métier. C'est un trouble du comportement. Voilà. C'est joliment dit. Voilà, tout le monde ne l'a pas. Faut-il être suffisamment peu sûr de soi pour aller se projeter sur une scène, peu importe laquelle, hein, se précipiter devant un public, un auditoire pour dire « aimez-moi ».
Parce que c'est ce que le comédien demande, c'est de remporter le succès et donc l'adhésion, la sympathie, l'empathie avec ce public. C'est quand même bizarre comme démarche intellectuelle. Aimez-moi, je suis bien, je suis beau, je suis aimable, donc aimez-moi, voilà. Un trouble héréditaire, un petit peu. Alors, c'est dans la famille depuis un petit moment. On va en reparler. Voilà, donc oui, ça, je sais d'où vient la maladie, moi. Et je la gère. Vous la gérez? Oui, est-ce qu'on gère vraiment? Oui, on la gère parce qu'en vieillissant, on devient plus malin, donc on ne sombre pas dans les petits travers qui pourraient vous faire gonfler la tête, par exemple, pour ne parler que de ça. Voilà, donc ça, mais c'est que du plaisir. Moi, j'arrive 2 heures avant de jouer, rien que pour être dans le théâtre, pour m'y trouver. Voilà, et la deuxième chose, alors après, faut avoir une hargne et une foi indestructible en ce que vous êtes capable de donner au public, et donc à soi-même déjà, pour commencer. Il faut y croire vraiment. C'est le cas, c'est communicatif en tout cas. Et ça n'est même pas encore le gage de la réussite. Après, il faut de la chance, et il faut avoir faim. Voilà, il faut avoir vraiment faim. C'est pas un métier qui se fait... oui, et c'est un métier qui se fait le ventre vide. On vous le dira toujours, vous ne pouvez pas rentrer en scène après avoir bien mangé, ce qui était pour moi une horreur. Donc je me discipline, je fais attention. C'est là ma seule discipline dans la matière, la seule. Peut-être un paradoxe, quelqu'un qui a autant ça faim. Va. Bon, mais on va développer manger une un peu. choucroute et monter sur scène, ça vous le faites une fois, la fois d'après. Non, ça, c'est au sens littéral. Mais, voilà, mais ça marche très bien aussi. Allez, je vous propose de poursuivre. On va parler de sens littéral et des sens un peu plus figurés. Dans la deuxième partie de cette émission, je vais m'éclipser. Je vais vous laisser là, seul. Mais je serai... pas très loin. Oui, pas très loin, vous m'entendrez. Je vais vous proposer 4 mots. À vous de nous les éclairer. D'accord. Entendu? C'est parti. À tout de suite, David. Ça va, David? Impeccable. Impeccable. Bon, le premier mot que je vous propose, on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est le mot cuisine. Forcément, cuisine. La cuisine. La cuisine, Une affaire de famille. La cuisine, c'est la vie. Et ce, depuis la nuit des temps. Le premier homme n'a pas cuisiné parce qu'il se nourrissait de viande crue et de cueillette. Mais très rapidement, dès qu'il a eu accès au feu, il a cuit ses aliments. Et à partir de ce moment-là, la cuisine est née. Voilà, parce que l'homme est curieux, il est habile, il est intelligent, c'est bien là son drame, pour certaines choses. En tout cas, en ce qui concerne la cuisine, il a découvert la cuisson, déjà. Donc, il vivait mieux, puisque une fois que l'aliment est cuit, effectivement, l'organisme l'assimile mieux. Enfin bref, la cuisine, c'est la vie. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil. C'est probablement la dernière pièce de la maison dans laquelle on s'adresse la parole. On regarde la télé, donc on a les yeux tous dans le même sens, dans les autres pièces de la maison, ou vissés sur ces écrans, puisque maintenant, chacun a le sien. La cuisine, c'est le dernier endroit où on se regroupe, il fait chaud, l'ambiance peut y être très bonne, comme peut être très désagréable, tout dépend du sujet développé autour de la table. On y retrouve ses enfants, on y retrouve ses amis, voilà, on y réussit de très belles choses, où on en loupe de magnifiques aussi. Voilà, la cuisine est le dernier endroit, c'est un endroit de vie, on y prépare à manger, nous avons besoin de manger pour vivre, c'est un endroit de vie. Et de partage. Exactement, et ce depuis la nuit des temps, sans vouloir paraphraser la Bible, le repas, la communion, le rassemblement. La scène. Exactement. Qui peut peut-être s'écrire des deux manières, puisque cuisine et comédie ont ce point commun du partage. Ah, vous assimilez la scène à une comédie, j'adore. Je n'ai pas dit ça. Ah, c'est drôle. Vous ne l'avez pas dit, effectivement, je vous le retire. Mais mon esprit torturé, oui, peut imaginer très aisément. Le son est le même. Ah, écoutez, mais ça ne s'écrit si on pas de la avait même façon. une captation de ce qui se serait dit ce jour-là, ah, mes amis,
C'est drôle, c'est drôle. Mais c'est exactement ça. Si on veut le schématiser, en fait, oui, c'est ça. C'est une façon. Alors la cuisine, c'est vrai que je le disais aussi, c'est une affaire de famille chez vous. Oui. Puisque votre arrière-grand-père était chef de cuisine du Tsar, Nicolas II, j'ai lu ça. Oui, exactement. Mon arrière-grand-père, donc le grand-père de mon père, était un chef de cuisine brillant et qui a notamment servi à l'époque dans les cuisines du tsar Nicolas II. Il était son chef de cuisine. Ça n'a pas duré très longtemps, puisque, comme vous le savez, les Romanov n'ont malheureusement pas survécu très longtemps après cette période. Et c'est à ce moment-là que ma famille, ce côté de la famille, est revenu en France pour s'installer à Lyon. Voilà pourquoi nous sommes lyonnais, depuis cette époque. Lyonnais d'origine, mais né à Strasbourg. Alors moi, c'est un accident. Mes parents, ma mère surtout, parce que mon père encore non, en tout cas pour ce jour-là, pas vraiment. Mon père se trouvait à Strasbourg. Mon père était jeune comédien et il courait le cachet dans les Weinstube, qui sont des espèces de brasseries, bouchons, dans lesquels se produisent des chanteurs, des raconteurs d'histoires, et on mange et on boit. Voilà, c'est le restaurant un peu canaille à l'alsacienne. Votre père, donc, Jacques Martin, votre mère, Anne Lefebvre. Jacques Martin, qui adorait la cuisine aussi. Alors lui, il aurait dû, exactement, il aurait dû, s'il avait suivi les ordres de ma grand-mère, franchir les portes de l'école hôtelière de Nice pour y apprendre la cuisine. Et heureusement, ou malheureusement, ça personne ne pourra le savoir, il a désobéi à sa mère et la porte n'a pas eu le temps de se fermer. Il est ressorti de l'école hôtelière, il est allé vivre sa vie d'artiste à ce moment-là et ça a été le démarrage. Ceci dit, la cuisine, moi je l'ai apprise, touchée, goûtée. Vous l'avez suivi, cette école hôtelière, justement, David Martin. Mais dans un premier temps, c'est l'enfance. Et moi, j'avais une maman qui cuisinait très très bien, mais c'est surtout mon père. On dit souvent, beaucoup de chefs vous diront, c'est la grand-mère, c'est la mère, qui a comme ça instillé l'esprit cuisine dans vos gènes et qui vous l'a transmise. Moi, c'est mon père qui l'a transmise. Donc, il n'en a jamais fait son métier à proprement parler, mais dès que j'ai été en capacité d'avoir des restaurants, il n'a pas manqué d'y venir, déjà, pour commencer, et d'y mettre son grain de sel pour conclure. Alors, voilà, donc c'est une passion qu'on partageait. Aussi loin que je me souvienne, j'ai des souvenirs de mon père avec moi en cuisine. À l'époque, c'était le jeudi ou le week-end ou pendant les vacances. C'était une activité, une vraie activité, et qui était extrêmement rigoureuse. Je peux vous dire qu'on s'amusait, c'était une grande partie de plaisir, mais c'était extrêmement précis, extrêmement rigoureux. C'était pas un choix par défaut, donc, parce que vous n'étiez pas un très bon élève, de ce que j'ai pu lire. Alors non, c'était pas un choix par défaut, je vous dis. C'était un choix passion, parce que à 15 ans, vous êtes parti dans une école hôtelière. Oui, c'est ça. C'est à force d'entendre, notamment mon père, me dire la cuisine c'est génial. Et lui, il comptait parmi ses amis des grands chefs qui faisaient tous le tour du monde, à commencer par le premier d'entre eux qui malheureusement nous a quittés, qui était Paul Bocuse. Il avait une vraie admiration, quelque chose carrément de frère. Vis-à-vis de Paul Bocuse, et il imaginait, et a raison d'ailleurs, que ce métier était absolument extraordinaire, de pouvoir utiliser son art, la cuisine peut être considérée comme un art, et de pouvoir le transporter aux quatre coins de la planète, de pouvoir y travailler, de le promotionner, d'en vivre et d'en vivre bien. Peu de métiers sont capables de vous offrir ces opportunités-là. La cuisine en fait partie. Vous pouvez aller partout dans le monde. Moi, j'ai eu le bonheur de pouvoir le faire. Où que vous alliez, vous dites « je suis cuisinier français, voilà mes certificats, j'ai mes couteaux et ma veste de cuisine ». Vous travaillez dans les minutes qui suivent, où que vous soyez. C'est génial. Donc, effectivement, ce métier, je l'aime. C'est avec lui, j'ai fait des choses que je n'aurais jamais faites. Même au Venezuela.
Ah, mais partout. Vous avez commencé là-bas. L'Amérique du Sud, oui, parce que j'ai commencé par là. Mais j'ai déjà fait le tour de tous les océans, parce qu'il faut quand même traverser. Donc, que ce soit l'Atlantique, le Pacifique, effectivement. Mais pour aller en Asie, pour aller en Amérique du Sud, pour aller un peu partout. Et faire son métier, c'est probablement une des choses les plus extraordinaires qui vous ait été donnée de faire, à laquelle on peut accéder, c'est génial. Le théâtre, c'est autre chose. Un baroudeur, David Martin. Ouais, j'adore. J'adore. Alors justement, je vous propose le deuxième mot. On va continuer à parler de vous. C'est le mot aîné. Ah. Vous êtes l'aîné de 8 enfants. Oui. L'aîné, alors, c'est pas la place forcément la plus enviable. Voilà. Oui, c'est bien le seul concours que j'ai jamais gagné, ça, faire premier. C'est difficile d'être le premier. Je pense que tous les aînés de familles où il y a plus de 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, c'est celui qui est investi de missions que l'on ne demandera pas forcément au suivant. Voilà, donc c'est être l'aîné. C'est le premier, c'est celui qui va découvrir un peu ce qui va se passer. Qui porte les rêves du père ? Ah oui, c'est comme tous les enfants. Enfin, je veux dire, c'est, je connais, enfin, à part il y a des exceptions partout, mais généralement, un petit garçon ou une petite fille a dans ses yeux le regard de son père, le regard de sa mère, ce qu'il est. En fait, c'est le premier humain sur lequel on va devoir se calquer, pas se calquer, jouer, enfin, se rencontrer, s'apprécier, s'aimer. Enfin, puis tout ça vient avec le temps. Aîné, c'est oui. Puis il y a les autres qui sont derrière et qui ont eux aussi besoin d'attention. Et c'est pas toujours facile. Voilà. Et il y a plus de poids sur vous. D'ailleurs, Jacques Martin portait ce nom, cette ascendance. Ça a été plus un poids ou une béquille finalement ? Alors, c'est 50-50. Il n'y a pas franchement une réponse nette sur ce point-là. Ça peut être, d'abord, ça peut être un exemple. Alors après, on l'apprécie ou pas, on le juge, c'est très difficile. Juger ça, c'est très compliqué. Mais on vit avec, voilà. Maintenant, être l'aîné pour poursuivre quelque chose, non, on va essayer de trouver sa place. C'est pas facile, mais tous les enfants ont ça. Je crois qu'il n'y a pas un fils ou une fille qui n'ait pas ce problème-là en face de lui à un moment ou à un autre. Après, ça se règle plus ou moins bien, et il y en a qui en souffrent beaucoup. Mes frères et mes sœurs ont certainement d'autres avis sur le sujet, ça c'est sûr. Vous êtes celui qui lui ressemblait le plus physiquement, oui. Et sans doute aussi moralement, psychologiquement. Ça vous agace peut-être ? On vous pose tout le temps la même question. Je vis avec ça depuis des années. C'est trop tard pour changer maintenant. C'est fini. Non, je vis très bien avec ça. Ça ne me pose aucun problème. Ça a pu être gênant peut-être pour certains. En plus, comme ça ne s'arrange pas en vieillissant, si tu veux, lutter ne sert plus à rien. Est-ce que ça a été facilitateur ? Je ne pense pas. Est-ce que ça a été un empêchement ? Pas plus non plus. Alors, ça dépend à qui vous vous adressez, quelles sont les circonstances dans lesquelles, effectivement, on vous apprécie. Voilà. Voilà. Si vous êtes avec des gens intelligents qui aiment la personne, vous aurez probablement un contact plus évident, plus simple. Si les gens vous détestent, c'est pas très grave. Au demeurant, on vit très bien avec. Maintenant, c'est vrai que il faut le porter. Alors, dans mes frères et mes sœurs, je n'ai qu'un frère qui aurait un peu le même profil que moi, si on veut aller par là. Mais moi, exposé comme je me suis exposé, tôt en plus, oui, il a fallu vivre avec. Écoute, je suis comme ça, c'est fait. Je n'ai pas de problème à ressembler à cet homme, même physiquement, si on y trouve quelques traits communs. Je n'ai pas de problème, ça, vraiment pas. Quel père était-il, Jacques Martin, vis-à-vis de son aîné, son premier petit garçon ?
Il était exigeant, parce qu'il estimait qu'il fallait qu'il le soit. Je pense que c'était une photo de la paternité parfaite. La première où on se dit, non, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela, et on fera comme ci, on fera comme ça. La vie se charge de vous amener sur d'autres terrains, quoi qu'il arrive. Il était un père très attentionné, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Moi, il m'a suivi dans mes pérégrinations scolaires avec attention. Il en a même fait plusieurs sketchs, tellement le sujet était vaste. Et puis quand à chaque fois que j'ai eu besoin de lui, de ses visions, de son affection, de ses conseils et même de son aide, il a toujours répondu présent et plus vite. J'ai toujours été impressionné par la vitesse à laquelle il pouvait régler mes problèmes, qui étaient des problèmes d'enfants, des problèmes d'adolescents, des problèmes de jeunes adultes et de travailleurs, enfin, puisque j'ai commencé tôt, j'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans, donc, mais toujours là. Alors après, avec des opinions et des avis qui sont les siennes, et qui, voilà, mais quelqu'un de très présent, exigeant, voilà. Si on fait quelque chose, on le fait et on essaye de le faire bien. Voilà, ça c'est très important. Et vous, quel fils étiez-vous? Ah la vache. Vous l'avez accompagné jusqu'au bout? Un pauvre... Putain, au départ, c'était pas brillant. Je pense que j'étais un garçon... et j'ai aucun de mes fils qui ressemble à ça. Alors, c'est une autre époque, donc en fait, on ne peut pas rapprocher la jeunesse d'un enfant des années 60, génération 60, de celle d'aujourd'hui ou de celle de mes enfants. J'étais un Jean de la Lune qui n'écoutait absolument pas ce qui se disait autour de lui, qui ne faisait que rêver, beaucoup de bêtises, parce que bien évidemment... à s'ennuyer par moments, on finit par faire n'importe quoi. Et je dois dire que je ne manquais pas d'imagination en la matière. Et puis après, j'ai été un... Mon père m'a toujours foutu une paire royale parce que je travaillais. Et j'étais quelqu'un de... Je l'ai été longtemps. La cuisine est tellement exigeante, elle demande beaucoup de temps. C'est très chronophage. J'oserais dire, sans mauvais mot, que c'est quasiment une activité sacerdotale. Quand vous êtes un jeune apprenti dans les années 70, vous passez vos journées devant le fourneau dans la cuisine. Il y a peu ou pas de jours de congé. Il y avait les jours de congé bien évidemment légaux, mais à l'époque, moi quand j'ai démarré, c'était un jour ou un jour et demi de congé par semaine pour un enfant de 15-16 ans. Et le reste du temps, c'était fatigant. C'est un métier qui demande beaucoup. Donc mon père avait du respect pour ça. Voilà. Donc j'ai eu probablement comment dirais-je, une passerelle, je ne veux pas dire égalitaire, mais il y avait une passerelle de respect entre le travail que je faisais, qu'il connaissait bien parce qu'il en était amoureux, donc il ne découvrait pas l'aspect difficile de la profession, mais j'ai acquis à ses yeux, à cette période-là, donc après cette période scolaire tumultueuse, tout d'un coup j'ai acquis... mes galons, on va dire ça, je cherche un mot, voilà, on va dire un galonnage. Je gagnais ma vie. Il m'a aidé parce que les salaires n'étaient pas mirobolants, loin de là. Mais j'étais au boulot, quoi. Ça rigolait pas. Ça rigolait pas. On passe du sacerdoce dont vous parliez au baptême. Mon troisième mot pour vous, le baptême. Le baptême. Vous n'êtes pas baptisé, je crois. Le baptême chez nous, chez nous, quand je dis chez nous, je pense à mes frères et à mes sœurs, à mon père, bien sûr, ma mère, bien évidemment. Leur éducation, je parle des parents, a été profondément marquée par leur éducation religieuse, puisque l'un et l'autre ont fait une partie de leurs études, qui chez les frères, qui chez les sœurs, et particulièrement du côté de mon père. Ma tante, enfin bref, une éducation entre guillemets religieuse, faite au sein d'institutions. Et mon père, avec l'indépendance d'esprit que vous lui connaissez aujourd'hui, a posteriori, bien des longs... Alors, on a souffert un moment,
Parce que, encore une fois, il faut remettre les choses dans le contexte. Quand vous lâchez un petit garçon de 5 ans dans la cour, et puis que son univers va complètement basculer, parce qu'il n'y aura plus papa, il n'y aura plus maman, et là, il y a un autre univers qui se met en place, et qui n'est pas non plus... c'est pas... s'il y a de l'amour, ce que je veux bien croire, il y a des moments de grand froid. Voilà, c'était les portes de la guerre. C'était vraiment pas marrant. Donc, par réaction, il s'est dit que ses enfants, en tout cas les premiers, ma sœur et moi, le baptême, nous choisirions plus tard. Qu'est-ce que ça voulait dire choisir plus tard ? Ça voulait dire attendre suffisamment longtemps et avoir acquis une conscience spirituelle ou pas, avant de se décider à aller au baptême, pour quelque religion que ce soit. Je pense que c'était une réaction épidermique de sa part et mûrie par sa propre expérience de l'enfance, puisque mes 2 frères derrière, eux aussi n'ont pas été baptisés, mais ce sont bien les derniers, car mes 2 autres frères et mes 2 autres sœurs, eux, sont baptisés. Donc 4 sur 8 sont baptisés. Sur les 4, il y en a 1 sur 2 baptisés. 4 qui iront en enfer, voilà, si on les parle. Et 4 dont les portes, en tout cas du ciel, leur sont déjà à moitié ouvertes. C'est drôle, j'adore. Et vous-même, vous avez épousé en dernières noces une femme de confession juive. Oui. Je crois. Oui. Vous avez 4 enfants, oui. Jules, Charlotte, Jérémy, d'un premier mariage, et Rose, née oui. en 2008. Alors là, alors pour les 3 premiers... Alors, baptême ou pas baptême Pas baptême, parce qu'effectivement, les religions étaient différentes, bien évidemment, même moi qui n'en avais pas. Et le chemin à parcourir, soit dans un sens, soit dans l'autre, était important. Et puis, à poser la question à son conjoint et de prendre cette décision commune de ne pas baptiser les 3 premiers. Voilà, donc un hasard de la vie. Aujourd'hui, j'ai une fille qui s'est mariée. Elle aurait, je pense, aimé être peut-être un peu plus accompagnée dans la religion. Elle pouvait le faire, elle avait le choix depuis des années d'aller vers le baptême. Elle ne l'a pas fait, c'est un choix. La dernière, pour le coup, la famille de mon ex-femme était catholique, pratiquante, et moi j'étais comme un fou à l'idée et très heureux de voir cet enfant aller au baptême. Et puis finalement ça s'est décidé autrement, et là pour le coup j'étais pour et beaucoup même. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Comme je votre fais confiance père, à l'intelligence de l'enfant, de l'adulte qui va le devenir, pour ensuite se déterminer. Très important. Bien sûr. Je disais, c'est quand même un peu le même parcours que votre papa. Oui, alors... oui, les premiers enfants non baptisés. Oui, je ne sais pas. Je crois me souvenir que mon père, pour les premiers enfants, m'avait dit « Oui, quand même, tu pourrais faire un effort, le baptême, c'est important. » En plus, je me semble avoir reçu une leçon sur le sujet à cette époque-là, et de l'avoir écouté en plus, et de l'avoir entendu. Et je dis « Mais oui, mais et comment, par quel bout prendre la chose, si tu tiens absolument à ce que ces enfants soient reçus au baptême, il faut faire des choix, et en tout cas pour la religion juive, elle a une exigence tout à fait singulière, et ça se fait pas comme ça. On ne devient pas juif du jour au lendemain. On ne devient pas chrétien comme ça parce qu'on a décrété de le devenir. Il faut l'être. Il faut le ressentir, il faut l'incarner. Voilà. Mais, si vous voulez clore sur le sujet, très tôt, ayant quitté l'école très tôt, j'ai eu entre les mains les livres religieux très tôt, tous. Et quand je dis tous, c'est bien tous. Qui sont à la fois de très beaux livres d'aventure, si on les lit un petit peu entre les lignes, et si on les travaille intellectuellement, l'histoire est intéressante. Lesquelles ? Oh bah toutes. De toutes les Je crois que la dernière fois, quand nous nous sommes vus, je prends cet exemple-là parce qu'il me concerne
pas au premier plan, mais en tout cas, c'est pour ça que je m'appelle David. Quand mon père a cherché un nom, quand mon père et ma mère ont cherché un nom pour me baptiser, entre guillemets, le prénom de David est arrivé. Et donc, c'était une époque, je vous rappelle encore une fois, c'était dans les années 60, c'était pas un prénom très à la mode. Hein. Le fils de Johnny, c'est bien des années plus tard, pour vous situer un peu le contexte. Non, moi, je dois mon prénom au roi. Et surtout, et aussi, pour pas dire et surtout, à un musicien classique qui s'appelle Arthur Honegger, qui fait partie d'une espèce de nouvelle vague de musiciens, qui a écrit un oratorio qui s'appelle Le Roi David, et que mon père chantait, connaissait pratiquement par cœur. Et surtout, il aimait bien l'histoire de David, en tant que roi. Alors, un des faits qui amusait mon père, et pour lesquels je porte aujourd'hui ce prénom, avec fierté, c'est qu'un soir, David, roi, est sur une des terrasses de son palais. Il fait nuit, le ciel est étoilé, et en contrebas, sur une autre terrasse d'une autre maison, il y a une femme très belle, une femme brune, absolument sublime, qui est là au clair de lune et il en tombe éperdument amoureux d'un balcon à un autre, quoi, pour faire simple. Il se renseigne dès le lendemain, savoir qui est cette femme, cette beauté absolue en contrebas de chez lui et qui se promène sur sa terrasse le soir et son aide de camp, on va dire ça comme ça, lui dit écoutez, elle s'appelle Bethsabée et il se trouve que c'est la femme d'un de vos capitaines les plus titrés, il s'appelle zut là, le nom m'échappe, Uri, le capitaine Uri. Et David, que ça aurait pu arrêter, le simple fait que cette femme soit mariée en plus à un de ses militaires prestigieux, pas du tout. David, par amour, mais ce qui prouve bien qu'on fait n'importe quoi, même par amour, décide de s'approprier cette femme en faisant tout simplement partir son capitaine, son militaire, sur un des champs de bataille les plus dangereux, dont il ne reviendra pas, ce qui lui permettra d'épouser Bethsabée. Bon, après ça a été le bazar dans tout le pays et sur le peuple pendant très longtemps, pour avoir ainsi offensé Dieu. J'adore l'histoire. L'histoire de David, qui veut dire bien-aimé en hébreu. Oui, on est bien bon, aimé mais en hébreu, et qui est également présent dans le Coran. Allez, on enchaîne sur le quatrième mot. On va continuer. Non, on continue là-dessus, mais quand même, mon quatrième mot, c'est ciel. Ciel. Oui, ciel. Ça peut être ciel, ma belle-mère, mais... Ciel, oui, ciel. Ciel, c'est ce qui se trouve au-dessus de nous, que nous scrutons désespérément dès que l'homme a été homme, capable de se tenir sur deux jambes. Il a levé la tête et il n'a cessé depuis ce moment de se poser 1000, mais quand je dis 1000, 100 000, 1 milliard de questions sur mais qu'est-ce que nous avons là-haut au-dessus de nous? Alors pour se rassurer, c'est mon point de vue, on y a mis des histoires, on y a mis la religion, tenez, par exemple, encore une fois, on y a mis des dieux, plusieurs. Le ciel, c'est peut-être l'espérance. On se dit qu'un avenir, notre humanité, peut-être, aura un jour à se transporter ailleurs, quand on aura fini de saccager le petit caillou sur lequel nous sommes posés. Si je résume, le ciel, c'est l'espoir. Et vous l'avez, cet espoir, cette espérance? Ah oui. Les hommes s'emploient à tellement de faire de bêtises tout aussi absurdes les unes que les autres. Si on ne croit pas à quelque chose, alors là encore, on revient presque sur du mystique, mais la religion est le pendant de cela. Faut-il avoir besoin absolu d'un espoir, où qu'il se trouve, pour se dire c'est pas possible, la situation dans laquelle on se trouve va bien s'arrêter, s'améliorer ou changer. Donc le ciel fait partie de ça. C'est l'espoir. Je crois que le ciel, ouais, vraiment, c'est ça. Un besoin de transcendance. Après, chacun fait comme il l'entend. Qui est de plus en plus présent dans votre vie, à vous? Non, pas spécialement. Pas vraiment. Parce que votre père, je crois, se rapprochait de plus en plus de la religion. Pour quelqu'un qui effectivement a eu ce grand passage religieux enfant, ce passage d'homme où il l'a souvent brocardé
les institutions et son personnel, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Sur la fin, il y a toujours eu une Bible ouverte sur le bureau de mon père. Ça, il y en a toujours une, je l'ai, c'est moi qui l'ai. Elle était perpétuellement ouverte, des pages très différentes les unes des autres. Donc je pense que la religion, pour lui, est restée présente. Alors il le gardait pour lui, certainement. Ça faisait partie de ses livres, c'est indubitable. Après, la fin, je vous dirais que c'est probablement l'aspect le plus consternant de banalité quand on sait, quand on prend conscience que l'on a acquis la certitude que le temps vous était compté. Je pense que n'importe quel être humain aura à un moment, ne serait-ce que le démarrage d'un soupçon de doute suffisamment important pour regarder le ciel et se dire aide-moi, c'est humain. Voilà, tout simplement. Je pense que mon avis, qui ne regarde que moi, pense qu'il n'y a que c'est inévitable, même si ça dure que quelques secondes. On se tourne là-haut, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait là? C'est l'heure, il faut y aller. À la fin de sa vie, Jacques Martin avait reconsacré une chapelle. Il me semble que vous nous aviez... Juste un peu avant. Non. Juste un peu avant. Oui, un c'est peu ça. avant. Un peu avant. Il a... Mais ce besoin de crois qu'il avait. vers la religion, C'était à la fois la bâtisse qui était très jolie. Cette petite chapelle était magnifique. Ce qu'elle représentait, elle avait donc été utilisée. Elle avait été consacrée, cette chapelle. Et malheureusement, comme beaucoup de murs sacrés dans les petits villages, dans les petits endroits. Là, c'était sur une propriété, elle était un peu à l'abandon et pour lui, c'était pas concevable de laisser cette maison, puisqu'il s'agit d'une maison, sans soin et donc il l'a fait, comment dirais-je, entièrement restauré. Il y a même eu un orgue installé, un petit orgue installé à l'intérieur d'époque, alors que généralement dans les chapelles il n'y a pas d'orgue. Et puis il comptait parmi ses amis le curé de Biarritz, le plus vieux curé de Biarritz, parce qu'il y en avait un jeune et un plus ancien. Le vieux curé de Biarritz qui est un personnage absolument délicieux, merveilleux, d'une bonté absolue, et il lui a demandé, il lui dit, est-ce que tu crois, ce que vous croyez, mon père, qu'il serait possible de reconsacrer cette chapelle parce qu'on ne sait jamais. Eh bien, ils y sont parvenus. Je pense que l'évêque a eu une oreille amicale, attentive et bienveillante. Voilà, donc cette chapelle a été reconsacrée. J'adore l'idée. Voilà. Et vous y allez de temps en temps? Alors, j'y suis allé un certain nombre d'années, et puis la maison sur laquelle se trouvait cette petite chapelle a été vendue, là, puisque mon père passait à autre chose. Je crois savoir que, je pense savoir, et je n'en suis pas certain, que les propriétaires actuels en prennent bien soin. J'espère, parce que ce serait dommage. L'espérance pour finir, voilà, quel beau exactement. mot. Allez, je reviens auprès de vous pour la conclusion. Chouette. À tout de suite, David. À tout de suite. Alors David, cette expérience... Écoutez, discuter avec mi-confessionnal, mi-divan. Ah oui, c'est vrai ça. Je n'avais pas pensé à faire le rapprochement. Mais c'est vrai que oui, parler au fauteuil, c'est très... c'est spécial. Je ne souhaite pas ça à tous les pauvres curés en confession d'avoir ça en face de soi. Non, c'est bien. Avoir qui en face de soi? Oui. Personne ou... Oui, personne. Et... C'est passé malheureusement, heureusement, les choses se font maintenant un peu différemment, mais oui, c'est vrai, on peut concevoir ce petit moment de solennité. Mon père, j'ai péché. Ben oui, mon garçon, vous avez péché. Ça vous a pas déplu? Ah non, c'est pas... Ah mais pas du tout, ah non, moi je suis ravi. L'expérience du miroir oui, aussi. Oui, voilà, vous très avez bien. peut-être fait de l'analyse avant. Comment? Vous avez fait de l'analyse avant? C'est-à-dire que suite à mes résultats scolaires, on m'a beaucoup fait voyager sur quelques banquettes de médecins qui cherchaient à distinguer chez moi cette chose qui, a priori, ne fonctionnait pas.
qui n'était pas grave du tout. Donc voilà. J'étais dyslexique et dysorthographique jusqu'à l'âge de 15 ans, quoi. Voilà. C'est pas très grave, on survit très bien. Voilà. On apprend. Voilà, on apprend, mais autrement. Et la résilience. Oui, entre autres. Et puis des tonnes de bouquins posés sur le coin du bureau et l'obligation de les lire. Et des tonnes de bouquins religieux, on a entendu. Non, il n'y a pas eu que ça. Ça c'est. Je ne sais pas si j'aurais pu résister à ça, mais les principaux. voilà, mon père a accepté que je quitte l'école, parce qu'il fallait quitter l'école à cette époque-là, et pour pouvoir rentrer comme apprenti. 15 ans, hein, voilà, c'est ça, comme apprenti, à la condition sine qua non que ce que je n'ai pas pu faire à l'école, je puisse l'acquérir, si on peut parler de ça comme ça, en lisant. Et donc, il avait une très belle bibliothèque, et donc j'avais un certain nombre d'ouvrages à lire pendant quelques années, avec des fiches de lecture. Alors, je répète quand même, votre actu, c'est désopilant. On vous voit dans La Mondaine, une comédie de boulevard où on rigole vraiment. Voilà, ça n'a aucune de bout en bout, prétention. Théâtre Edgar à Montparnasse, et puis aussi en tournée partout en France. Je n'ai pas toutes les dates, mais vous pouvez voir ça sur Internet. On est un peu partout. Avec Ciel, ma belle-mère. Ciel, ma belle-mère, une adaptation de Feydeau. Exactement. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. David Martin. C'est un très bel endroit, c'est une très belle émission, et je suis ravi de l'avoir fait. Et j'essaie de la conclure. Merci à vous derrière vos écrans, comme d'habitude. Vous pouvez retrouver l'émission sur ktotv.com. À la semaine prochaine.